Donc, concernant la vascularisation du cœur, il faut savoir que cette vascularisation est assurée par deux artères. Bon, deux artères, on va dire deux réseaux coronaires. Un réseau coronaire gauche et un réseau coronaire droit, qui naissent directement de l'aorte initiale au niveau du sinus de Valsalva. Je vous montre le schéma comme suit. Donc, vous voyez très bien. Donc là, c'est le cœur. Ici, c'est le ventricule gauche. Ici, le ventricule droit. Là, l'oreillette gauche. Et là, on a l'oreillette droite. Comme vous voyez, donc, le réseau coronaire, il naît de la partie initiale de l'aorte. C'est ce qu'on appelle le sinus de Valsalva. C'est l'aspect d'un bulbe d'oignon. D'accord? Donc là, il y a une naissance d'une artère coronaire gauche et à droite, une artère coronaire droite. Et comme vous voyez, l'aorte ou la partie initiale de l'aorte est placée derrière le tronc de l'artère pulmonaire. Donc là, c'est le tronc de l'artère pulmonaire et ici, c'est l'aorte. Donc, la vascularisation du cœur, c'est-à-dire la vascularisation artérielle par du sang artériel, elle est assurée par le réseau coronaire ou ce qu'on appelle les artères coronaires. Pourquoi on les appelle artères coronaires? Parce qu'elles donnent finalement l'aspect d'une couronne. Je reviens donc à la diapositive précédente. Cette vascularisation coronaire est de type terminal. C'est-à-dire si jamais on a une occlusion totale et brutale, c'est-à-dire la occlusion aiguë d'une artère coronaire, ceci va donner un infarctus du territoire qui correspond à cette artère. C'est-à-dire si jamais on a une occlusion aiguë, il n'y a pas de suppléance. Donc il n'y a pas d'artère qui va vasculariser le territoire qui ne reçoit plus de sang de l'artère occluse. Par contre, il faut faire attention. Si cette occlusion est chronique, c'est-à-dire progressive, donc au fil du temps, il y aura une circulation collatérale de suppléance qui peut se développer et empêche la constitution d'un infarctus ou d'une nécrose. Donc ce qui est important, c'est qu'en cas de syndrome coronarien aigu, c'est-à-dire une occlusion aiguë d'une artère coronaire, que ce soit cette occlusion partielle ou totale, il n'y aura pas de suppléance. Donc, le territoire qui correspond à cette artère occluse, il va souffrir. Et cette souffrance, on va voir après, il y a 3 stades de souffrance. Il y a l'ischémie, il y a la lésion et enfin, il y a la nécrose qui est définitive et irréversible. Donc, comme je vous ai dit, donc, cette vascularisation coronaire prend la forme d'une couronne. C'est pour ça qu'on les appelle les artères coronaires. Cette vascularisation par du sang artériel se fait au moment de la diastole ventriculaire. Parce que là, le cœur, il est constitué d'un muscle. Et le muscle cardiaque, il a besoin de l'oxygène, du carburant. Et ce sont les artères coronaires qui vont amener cet oxygène sous forme de sang artériel. Et le muscle a besoin de ce sang artériel pour assurer la contraction pendant la systole. Donc, la vascularisation se fait obligatoirement pendant la diastole. Et donc, cette vascularisation, elle est meilleure si la diastole est longue. Et pour avoir une diastole qui est longue, il faut avoir une fréquence cardiaque, on va dire, relativement lente ou acceptable. C'est aux alentours de 60 battements par minute. Donc, la meilleure fréquence cardiaque pour assurer une meilleure vascularisation artérielle du muscle cardiaque, elle se situe entre, on va dire, 50 et 70 battements par minute. Et vous allez voir après, pour les syndromes coronariens aigus, on va donner les bêta-bloquants. Pourquoi? C'est pour assurer une fréquence cardiaque inférieure à 70 battements par minute. Parce que c'est la fréquence idéale pour assurer une meilleure vascularisation. Et de ce fait, si jamais on a une tachycardie, par exemple, donc la diastole va se raccourcir, et la vascularisation cardiaque ne va pas être adéquate aux besoins du muscle cardiaque. Autre chose, toutes les artères coronaires ont un trajet sous-épicardique, c'est-à-dire le trajet des artères coronaires est superficiel. C'est au niveau de la partie superficielle du cœur.
Et c'est tout à fait logique, parce que si jamais les artères coronaires, par exemple, ont un trajet intramyocardique, lorsque le cœur va se contracter, par exemple en systole, il y aura une compression des artères coronaires et le patient va mourir immédiatement. Et donc, c'est pour cette raison que les artères coronaires ont un trajet sous-épicardique, c'est-à-dire superficiel, sauf bien sûr pour les artères septales ou ce qu'on appelle aussi les artères perforantes, parce que le septum interventriculaire, c'est une paroi qui est interne. Et donc là, il n'y a pas la possibilité d'avoir des artères coronaires sous-épicardiques pour vasculariser le septum interventriculaire. Donc, les artères septales ou perforantes qui vascularisent le septum interventriculaire, ce sont les seules artères coronaires qui n'ont pas de trajet sous-épicardique. Je reviens donc au schéma. Pour décrire les artères coronaires, on va commencer tout d'abord par le réseau coronaire gauche. Donc là, comme vous voyez, il y a ce qu'on appelle le tronc commun. D'accord ? L'abréviation, c'est TC. Le tronc commun, c'est une artère courte qui naît donc du sinus de Valsalva aortique gauche. Donc le tronc commun, il naît à gauche, comme vous le voyez. Donc là, c'est le tronc commun. Donc, comme vous voyez, il est court, son trajet est horizontal, il chemine derrière l'artère pulmonaire et ce tronc commun va se bifurquer en deux artères gauches. L'artère qui s'infléchit et qui descend en bas s'appelle l'interventriculaire antérieure, c'est l'artère de la vie, c'est l'artère la plus développée, donc elle chemine dans le sillon interventriculaire antérieur et elle va arriver jusqu'à la pointe du cœur. Et cette interventriculaire antérieure va donner ce qu'on appelle les branches diagonales, d'accord, et les branches septales qui vont perforer le septum interventriculaire. Et comme vous voyez, cette interventriculaire antérieure, on l'appelle l'artère de la vie parce qu'elle vascularise la majeure partie des parois du cœur, essentiellement le ventricule gauche. Il faut savoir que la principale masse myocardique existe au niveau du ventricule gauche, à peu près 70% de la masse myocardique. Donc, pour vasculariser le cœur, la majeure partie du réseau coronaire est destinée vers le ventricule gauche. Et l'interventriculaire antérieure est la principale artère qui vascularise le ventricule gauche parce qu'elle vascularise toute la paroi antérieure du ventricule gauche, la paroi septale et plus précisément les 2/3 antérieurs du septum. Parce que les artères septales ne vascularisent pas toute la paroi septale, elles vascularisent les 2/3 antérieurs du septum. Cette IVA vascularise aussi la partie apicale du ventricule gauche. Donc, la majeure partie des parois du ventricule gauche sont vascularisées par l'IVA. Après, par l'IVA, on a le tronc commun se bifurque aussi en une circonflexe. Et comme vous voyez, la circonflexe, elle prolonge directement le trajet du tronc commun. Ce n'est pas comme pour l'IVA qui s'infléchit et descend en bas. Donc, la circonflexe prolonge directement le tronc commun gauche. Elle chemine dans le sillon atrio-ventriculaire gauche, au-dessous de l'auricule gauche. Et qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va donner des branches marginales, comme vous les voyez là. Et donc, cette artère circonflexe, qu'est-ce qu'elle vascularise? Comme vous voyez dans le schéma, elle vascularise la paroi latérale, la paroi basale du ventricule gauche, et dans 20% des cas, la circonflexe va essayer de contourner la paroi inférieure du ventricule gauche. Et donc, là, cette circonflexe, dans 20% des cas, elle peut vasculariser la paroi inférieure du ventricule gauche. Et donc, si on va résumer, le réseau gauche, qu'est-ce qu'il vascularise? Le réseau gauche, il vascularise par le biais de l'IVA, la paroi antérieure, la paroi apicale, les 2/3 antérieurs du septum interventriculaire, et par le biais de la circonflexe, la paroi basale, la paroi latérale et aussi, dans 20% des cas, la paroi inférieure du ventricule gauche si la circonflexe est bien développée. Donc ça, c'est le réseau coronaire gauche. De l'autre côté, on a la coronaire droite.
La coronaire droite, elle naît du sinus de Valsalva antéro-droit, ventralement par rapport au tronc commun. C'est-à-dire l'artère coronaire droite, elle est plus antérieure que le tronc commun. Et après, on va voir donc le trajet de l'artère coronaire droite. Cette artère coronaire droite, elle va vasculariser essentiellement la paroi inférieure du ventricule gauche dans 80% des cas. Donc là, pour les nominations, on peut dire paroi inférieure ou paroi postérieure ou paroi postéro-diaphragmatique. C'est la même chose. D'accord, si jamais vous aurez une question. Donc, si on dit paroi postérieure ou paroi inférieure, c'est la même chose. Donc, pour la paroi inférieure du ventricule gauche, elle est vascularisée dans 80% des cas par la coronaire droite et dans 20% des cas par la circonflexe. Donc, si jamais, par exemple, on a un idième inférieur et on vous pose la question quelle est l'artère coupable, ça va être forcément la coronaire droite, puisqu'elle vascularise dans 80% la paroi inférieure. Et il faut savoir aussi que la coronaire droite, c'est elle qui vascularise le ventricule droit par le biais par ce qu'on appelle une branche marginale. Donc le ventricule droit, il reçoit la vascularisation uniquement à travers une branche de la coronaire droite. Donc il y a une information fausse qui dit, par exemple, coronaire droite, donc elle vascularise le ventricule droit. Non. La coronaire droite, elle vascularise essentiellement la paroi inférieure du ventricule gauche et elle donne une branche pour vasculariser le ventricule droit.